La question de la justice, plus de 50 ans après les faits, peut être abordée sous des angles multiples, selon le type de justice envisagée. S'agit-il de chercher à établir des responsabilités individuelles ou la responsabilité de l'État? S'agit-il d'une responsabilité d'un juge national ou international? S'agit-il d'autres formes de justice, telles que la réparation des victimes et de leurs familles par l'accès à la vérité ou encore la reconnaissance publique? Pour un exposé de 15 minutes, il m'a fallu faire des choix. Indépendamment de la question de savoir si la voie pénale a encore du sens plus d'un demi-siècle après les faits, notamment du fait de la déperdition des preuves et potentiellement de la disparition des auteurs des crimes, j'ai choisi d'aborder cette question en deux temps. Car si l'on se pose la question de la manière de rendre justice plus de 50 ans après les faits, c'est bien que justice n'a encore jamais été rendue. Et si nous abordons, ou en tout cas j'aborderai la justice pénale, elle ne peut par définition, 60 ans après les faits, concerner que les crimes internationaux les plus graves, qui ne sont pas soumis à prescription et qui ne sont pas amnistiables. Je ne reviendrai en revanche pas sur la qualification des crimes contre l'humanité qu'a évoqué Emmanuel Decaux, ni sur la question des amnisties évoquées par Catherine Tedjen-Colli. En premier lieu, j'évoquerai donc pourquoi la justice française n'a jamais pu, et ne peut toujours pas, juger les crimes commis pendant la guerre d'indépendance algérienne, y compris ceux constitutifs de crimes contre l'humanité, alors qu'ils sont, je l'ai dit, par nature imprescriptibles et non amnistiables en vertu du droit international. En second lieu, j'aborderai en quoi les voies alternatives pour les proches des victimes de ces crimes sont en réalité et aujourd'hui strictement limitées. Sur l'incompétence, donc d'abord affirmée des juridictions françaises. Selon Raphaël Branche, je cite, en mars 1962, seules 3 affaires impliquant des militaires en service ont atteint le stade du verdict, dans des cas d'homicide et de coups et blessures volontaires, de torture à l'électricité et du décès des suites de torture. Les verdicts ont été extrêmement cléments, avec l'acquittement dans 2 affaires et une peine d'amende dans une 3e. En revanche, cela a été déjà évoqué, les plaintes relatives à des crimes contre l'humanité commis pendant la guerre d'indépendance algérienne n'ont jamais abouti devant les juridictions françaises. En témoignent les affaires précédemment évoquées, Lakhdar Toumi et Yacoub, du 29 novembre 1988. Une décision également rendue par la Cour de cassation en 2000, dont l'origine était une plainte pour crime contre l'humanité à raison des crimes commis lors de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Et puis, en 2003, le MRAP a porté plainte pour crime contre l'humanité à raison des tortures et exécutions sommaires que, dans son livre, le général Ossarès révélait avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer sur la population civile en Algérie de 55 à 57, alors qu'il était officier de renseignement au service de l'armée française. Dans ces 3 affaires, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi, validant ainsi le refus d'informer prononcé par les juridictions inférieures. Comment expliquer donc d'un point de vue juridique l'incapacité des juridictions françaises à juger ces crimes de masse commis par les représentants de l'État contre leur propre population? Elle résulte de l'action ou inaction conjuguée à la fois du législateur et des juges. Le premier, donc, qui a adopté, je reviendrai nécessairement sur un certain nombre de points, le premier, le législateur, donc, qui a adopté en 64 une loi affirmant l'imprescriptibilité par nature des crimes contre l'humanité, mais sans les définir, qui a adopté des lois d'amnistie en 62, 66 et 68, effaçant tous les crimes en lien avec le contexte, le conflit algérien, sans en exclure les crimes contre l'humanité. On pourrait ajouter, et qui n'est jamais revenu sur ces lois d'amnistie, et qui n'a défini qu'en 1994 le crime contre l'humanité en droit français, sans en prévoir expressément l'application rétroactive. Quant aux juges, face aux lacunes et obstacles posés par le droit français, j'attirerai dans cet exposé votre attention sur un usage différencié du droit international, en retenant une interprétation audacieuse du droit international pour pouvoir poursuivre les crimes contre l'humanité commis durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les affaires Barbie, Touvier et Papon notamment, et au contraire en adoptant une interprétation restrictive en ce qui concerne les crimes contre l'humanité des guerres de décolonisation, Lakhdar Toumi et Yacoub d'une part, mais aussi l'arrêt Boudarel pour l'Indochine qui a été évoqué. Les arguments justifiant cette impossibilité de poursuivre les crimes contre l'humanité
commis par les autorités françaises dans ces contextes sont résumés, à mon sens, ou en tout cas c'est un outil utile, par l'arrêt Osarès de 2003. Le rejet du pourvoi repose sur 4 affirmations complémentaires dont la combinaison justifie l'incompétence des tribunaux français en la matière. Ça me gêne un petit peu, mais je me permets sur ce sujet de vous renvoyer à un article que j'ai écrit, parce que nécessairement, je vais devoir aujourd'hui faire de sérieux raccourcis. Donc c'est un article apparaît récemment dans un ouvrage coordonné par Sylvie Thénault et Magali Bess. Sur le premier argument, selon lequel la loi de 1964 portant imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ne concerne que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe, la loi de 1964 renvoie en effet à la charte du tribunal de Nuremberg. Mais cette affirmation de la Cour de cassation reflète une confusion entre, d'une part, la compétence du tribunal militaire international, qui seul était limitée aux crimes commis par les puissances de l'Axe. L'idée était évidemment qu'il n'était pas question d'envisager que le tribunal militaire de Nuremberg puisse s'intéresser aux éventuels crimes internationaux commis par les États vainqueurs. Et d'autre part, la définition elle-même du crime contre l'humanité qui figure à l'article 6C de la charte du tribunal de Nuremberg et qui ne fait pas mention de sa restriction aux crimes commis pour le compte des puissances de l'Axe. Ce qui irait par ailleurs à l'encontre de la notion même de crime contre l'humanité, par nature imprescriptible, au même titre que l'humanité visée à travers ces crimes est par nature indivisible. Et quand bien même, dans l'affaire Barbie, la définition de crime contre l'humanité a été étendue aux crimes, certes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais contre le résistant, ce que ne prévoyait pas la définition initiale. Ce faisant, les juges ont montré que la définition de Nuremberg pouvait faire l'objet d'une interprétation extensive. Sur le deuxième point, les principes de légalité de non-rétroactivité de la loi pénale s'opposent à ce que la définition adoptée en 1994, avec le nouveau Code pénal de 1994, s'applique à des faits antérieurs. Là encore, il s'agit d'une interprétation restrictive du principe de légalité qui ne prend pas en compte la nature spécifique des crimes contre l'humanité. La Cour européenne des droits de l'homme, comme les juridictions pénales internationales, ont reconnu que ce qui importe en matière de crimes internationaux, c'est la prévisibilité pour l'auteur du caractère criminel de son acte au moment des faits. À la fin des années 50, le meurtre et la torture étaient déjà incriminés en droit pénal français. Il est fort douteux que les auteurs de ces crimes, ignoraient le caractère criminel de leurs actes. En outre, la Convention européenne des droits de l'homme, comme le Pacte international sur les droits civils et politiques, deux textes internationaux qui lient la France, prévoit une exception au principe lorsque les actes, je cite, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. Enfin, dans l'arrêt rendu en 1984, dans l'arrêt Barbie notamment, la Chambre criminelle s'est fondée sur ces mêmes principes généraux de droit pour justifier l'application rétroactive de la loi de 1964 sur l'imprescriptibilité à des faits commis en 1943 et 1944 pour lesquels l'action publique aurait déjà été prescrite selon les délais de droit commun. Sur le troisième point, je cite, la coutume internationale ne saurait pallier l'absence de texte incriminant sous la qualification de crime contre l'humanité les faits dénoncés. Sur ce point, je me contenterai de citer des extraits du rapport annuel 2013 de la Cour de cassation. Il indique lui-même que dans les arrêts rendus en 1983 et 1984 dans l'affaire Barbie, je cite, la Chambre criminelle a pallié une carence législative par référence aux principes généraux du droit reconnus par l'ensemble des nations, et ajoute qu'en cette matière, l'apport jurisprudentiel a été essentiel en se substituant au législateur et en permettant ainsi une avancée significative au regard de l'ordre public international. Autrement dit, la Cour de cassation y affirme clairement qu'elle peut, au nom d'un ordre public international répressif, pallier une carence du législateur en se référant au droit international coutumier en matière de crimes contre l'humanité. Néanmoins, le dit rapport admet également que, je cite, la jurisprudence de la Chambre criminelle démontre que la réponse à cette question, celle de savoir si, faute d'une définition en droit interne, le juge pouvait aller chercher une définition en droit international coutumier, la réponse à cette question donc est négative, quoique nuancée, selon que les crimes en question ont été commis au cours de la Seconde Guerre mondiale au profit des pays européens de l'Axe ou non. Le quatrième point, et finalement on boucle la boucle,
ne pouvant dès lors être poursuivis sous la qualification de crime contre l'humanité, les faits dénoncés entrent dans les prévisions de la loi d'amnistie de 1962. La clé du blocage repose ainsi sur la qualification de crime contre l'humanité. Si on devait résumer l'ensemble des arguments et leur imbrication, on pourrait dire que, faute d'une définition avant le Code pénal de 1994, à l'exception de la loi de 1964 qui, selon la Cour de cassation, ne s'applique qu'aux crimes commis pour le compte des pays européens de l'Axe, aucun crime commis avant le 1er mars 1994 ne peut être poursuivi sous la qualification de crime contre l'humanité, alors même que c'est la seule condition pour admettre l'imprescriptibilité et exclure l'application des lois d'amnistie. Autrement dit, la Chambre criminelle de la Cour de cassation admet, dans ce 4e point, que si la qualification de crime contre l'humanité avait pu être retenue, la loi d'amnistie n'aurait pu s'appliquer, ce qui limite l'enjeu du retrait par le législateur de la loi d'amnistie et renforce le poids du rôle des juges dans leur pouvoir de qualification. Même si, il faut bien admettre qu'à l'époque, les juridictions françaises étaient moins ouvertes au droit international qu'aujourd'hui. Elles avaient montré, notamment dans l'affaire Barbie, qu'elles pouvaient et savaient y puiser des arguments pour justifier leurs compétences si elles le souhaitaient. À leur décharge, ça a été évoqué bien sûr, ces contradictions reflétaient sans doute celles d'une société française qui exprimait le besoin de voir juger les crimes nazis, mais qui, dans le meilleur des cas, niait la réalité des crimes coloniaux. Ce qui m'amène au second point. Quelles alternatives à la justice française aujourd'hui ? En premier lieu, on pourrait imaginer la justice pénale internationale. Depuis les années 90, la France se présente comme un fervent promoteur de la justice pénale internationale, sous la forme d'un soutien actif à la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, pour la Cour pénale internationale, mais également de juridictions hybrides, créées spécialement pour juger des crimes anciens, comme par exemple au Cambodge, sous le régime Khmer Rouge, ou au Tchad, sous la dictature d'Hissène Habré. Bien sûr, la création d'une telle juridiction pénale mixte serait politiquement inenvisageable pour les crimes qui nous occupent, alors même que, par ailleurs, la raison de la création de telles juridictions repose généralement sur l'incapacité des juridictions nationales à en juger faute de dispositions nationales adaptées, ou sur le manque de volonté à juger ces crimes. Par ailleurs, la CPI, dont la France a ratifié le statut en 2002, ne constitue pas une alternative envisageable en vertu de l'article 11 du statut de Rome qui l'institue. La compétence temporelle de la CPI, de la Cour pénale internationale, se limite aux crimes internationaux commis après l'entrée en vigueur du statut, à savoir le 1er juillet 2002. Quid de la justice étrangère ? Le droit international reconnaît une compétence universelle, un titre exceptionnel de compétence pénale, autorisant tout État à juger un crime international commis à l'étranger, par un étranger, contre un étranger, sur le fondement de l'universalité du crime, qui justifierait l'universalité de la répression. Ce type de compétence est explicitement prévu dans certaines conventions internationales de coopération pénale, dont la Convention contre la torture, mais également celle contre les disparitions forcées. Les juridictions françaises ont déjà d'ailleurs utilisé ce fondement, notamment en 2002, pour juger un militaire mauritanien pour des crimes de torture commis en Mauritanie contre des Mauritaniens, ceci alors même qu'une loi d'amnistie mauritanienne couvrait ces actes. L'affaire Elie Oulda en question a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, car l'intéressé se plaignait d'une violation de l'article 7, qui prévoit le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, pour avoir été jugé en France pour des faits commis en Mauritanie en 90-91, soit avant l'adoption du Code pénal français, alors qu'il ne pouvait prévoir que la loi d'amnistie mauritanienne serait écartée au profit de la loi française et que donc les dispositions du Code pénal lui étaient appliquées rétroactivement. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté ces arguments, notamment au motif que, je cite, « Force est de constater qu'en l'espèce, la loi d'amnistie mauritanienne n'est intervenue non pas après jugement et condamnation du requérant, mais précisément en vue d'empêcher toute poursuite pénale à l'encontre de celui-ci. Cette affaire montre que les juridictions françaises ont compétence sur le fondement de la compétence universelle pour écarter une loi d'amnistie étrangère, pour juger l'auteur d'actes de torture à l'étranger contre des étrangers, mais pas pour juger les crimes commis par des Français contre des Français en territoire français. » Toujours est-il qu'on peut imaginer que les proches des victimes
des crimes contre l'humanité commis par les armées françaises en Algérie puisse se tourner vers les juridictions d'autres États susceptibles d'agir en vertu de cette même compétence universelle. C'est ce qu'ont fait les familles de victimes du régime franquiste que la loi d'amnistie espagnole a conduit devant les juridictions argentines. Les poursuites ont été engagées pour crimes contre l'humanité contre d'anciens responsables franquistes et des mandats d'arrêt émis à leur encontre. Une victoire du système de justice pénale internationale décentralisée, mais il demeure que leur arrestation sur le sol espagnol dépend désormais des seules autorités espagnoles qui, sans surprise, s'y sont refusées pour l'instant. Néanmoins, au regard des difficultés politiques qu'une telle procédure soulèverait, il y a fort à parier que, quand bien même un État aurait adopté une loi de compétence universelle, des obstacles juridiques se poseraient. Pour n'en citer qu'un, dans l'exemple de la Belgique qui dispose de la législation adaptée, le ministère public est le seul à pouvoir décider de l'engagement des poursuites pour ce type de crime. Et il est peu probable qu'il donne suite à une plainte contre des militaires français pour des crimes commis pendant la guerre d'indépendance algérienne. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas, évidemment, une juridiction pénale. Elle n'a pas de compétences pénales, mais elle peut faire évoluer les droits nationaux et a eu l'occasion de préciser un certain nombre de points précieux sur ces questions. Notamment le contenu de la définition de ce qu'était un crime contre l'humanité en droit international en 1956, dans une affaire contre la Hongrie, dans laquelle le requérant se plaignait d'avoir été condamné pour crime contre l'humanité pour des actes commis lors de l'insurrection de Budapest de 1956. Dans une autre affaire contre la Lituanie, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a par ailleurs estimé que, malgré l'absence d'incrimination pénale au moment des faits, la condamnation en 2015 d'un ancien agent des forces de sécurité soviétiques pour génocide, en raison de sa participation en 1956 à une opération d'arrestation d'opposants au régime soviétique, n'avait pas méconnu le principe de non-rétroactivité prévu par l'article 7 de la Convention. La Cour y conclut que le requérant devait être conscient dès les années 50 du fait qu'il pourrait être poursuivi pour génocide et que sa condamnation était prévisible. Dans ces affaires, la Cour européenne des droits de l'homme a pu se prononcer sur la conformité à la Convention du droit national et des décisions judiciaires parce que les auteurs des crimes avaient été jugés et condamnés. Faute d'une décision à contester, les ayants droit des victimes liées à la guerre d'indépendance algérienne ne pourraient saisir la CEDH. Et quand bien même, ça a été évoqué tout à l'heure, toute requête concernant cette période ne serait pas recevable, car la France a signé la Convention européenne en 1950, mais ne l'a ratifiée qu'en 1974. Selon Alain Pelé notamment, le retard pris à ratifier la Convention européenne des droits de l'homme s'explique en partie par la volonté d'éviter d'être mise en cause par la Cour sur ces questions. Donc je reprendrai le terme de complète omerta judiciaire sur les crimes du passé colonial de la France, qui pourtant se présente aujourd'hui comme fer de lance de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes internationaux les plus graves. Il ne s'agit pas ici de faire un procès ni aux législateurs ni aux magistrats français. Ce serait oublier sans doute la complexité des enjeux en question et sans doute négliger le contexte de l'époque. Mais il s'agit de décrire la manière dont le droit français a pu être utilisé, ça a été évoqué tout à l'heure, la malléabilité du droit, dans l'objectif que ces crimes ne puissent être jugés. Il est douteux que si longtemps après les faits, la voie pénale demeure la voie la plus efficace pour répondre à la quête de justice des victimes et de leurs familles. À défaut d'une condamnation au pénal des auteurs et au-delà d'une reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les crimes commis, les familles des victimes de disparitions forcées se voient reconnaître aujourd'hui un droit à la vérité, cela a été évoqué. Et à mon sens, savoir pourquoi justice n'a jamais été rendue constitue un pan de cette vérité. Je vous remercie.